Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Bernard-Henri Lévy, qui est philosophe, écrivain, cinéaste et aussi et surtout reporter. Et c'est avec cette casquette qu'il présente ce livre, Sur la route des hommes sans nom, aux éditions Grasset. Oui, je dois dire que c'est pas seulement avec cette casquette, parce qu'il y a la casquette du philosophe et de l'écrivain dans tout le livre, mais les 100 premières pages ou 110 premières pages du Ce que je crois, très intéressant, Bernard-Henri Lévy, parce que vous êtes en guerre contre l'égoïsme et les idéaux de Sa Majesté le Moi. Enfin, Sa Majesté le Moi, vous l'oubliez pas. Vous dites un jeu aussi, vous parlez à la première personne. Oui, mais c'est un jeu d'honnêteté et d'effacement, parce Absolument. que dans ce livre, je m'efface devant les hommes sans nom, Tout à fait. dont j'essaie de fixer l'empreinte. Tout à fait, mais vous avez commencé justement par parler de vous, et c'est bien, enfin, c'est pas du tout péjoratif ce que je disais, par rapport à effectivement vos influences, les personnes qui vous ont marqué, que ce soit Normal Sup, votre père, dont vous faites un très beau portrait, votre ami Gilles Herzog, et vous parlez justement de l'internationalisme, du cosmopolitisme. Je voudrais qu'on parle de tout ça, du souverainisme que vous aimez moins, mais je voudrais revenir sur quelque chose et qui peut-être qui montre un peu par rapport aux philosophes et par rapport aux philosophes à l'entrée dans le réel. Quelquefois, et que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre ou le premier livre, mais vous parlez de Foucault et de Derrida. Effectivement, et l'engagement, est-ce qu'ils ont été deux philosophes d'importance évidente et incontestable. Mais comment vous voyez que Foucault a été, je ne dirais pas à genoux, n'exagérons rien, mais enfin à saluer l'arrivée de Khomeini et de l'Iran, c'est vrai, d'un côté, enfin du chiisme iranien, et les communistes aussi iraniens, on a vu ce qui s'est passé après avec le Toudé, et que Derrida, il faut quand même qu'on le veuille ou non, est non pas le fondateur, mais l'un des père putatif de la cancel culture, du woke et de tout ce qu'on voit aujourd'hui et qui atteint des degrés hallucinants, pas seulement en Amérique, mais en France, et d'ailleurs vous l'avez dénoncé vous-même. Comment, et je parle ça parce que vous parlez de deux personnes qui vous ont influencé, qui ont été importantes pour vous. Ce glissement-là, ou cette erreur, c'est de l'erreur comme ça arrive, comme ça arrive ou pas. Comment vous l'analysez ? Vous savez, moi je veux bien faire le procès de ces maîtres-là, mais d'abord le procès de l'époque. On est dans une époque quand même parfois désespérante de stupidité. Quand Derrida parle de déconstruction, oui. Il parle pas du tout de ce dont parlent les crétins de la pensée woke. Ça n'a rien à voir. Déconstruction, ça veut pas dire du tout démolir et démembrer les genres et tout ça. Ça veut pas dire ça chez Derrida. C'est un concept très précis qui veut dire en gros explorer les limites d'une pensée et d'une culture. Ça veut dire essayer de se situer au point où des choses, l'absent et le présent, le dehors et le dedans, qui apparaissent comme antagoniques, ne le sont pas. Ça n'a rien à voir avec le wokisme. Foucault, dont on fait le père des pensées de l'identité, d'accord, et même du communautarisme. Rien ne lui était plus odieux que l'identitarisme. Il y a des pages entières de Foucault où il dit que toute sa vie est faite pour casser les oui, mais enfin, Khomeini quand même. Alors, Khomeini, oui. Ça c'est autre chose, oui. Alors, il y a... C'est vrai que c'est comme vous dites, qui n'a pas commis d'erreur. Donc ça, c'est vrai qu'il y a eu un aveuglement de Foucault et une erreur. Mais cela dit, c'est plus compliqué que ce que vous dites, que ce que dit la Vulgate d'aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que Foucault a compris l'énorme importance de ce qui se jouait là. Il a compris que c'était une déchirure dans l'histoire, et c'est vrai que le terrorisme, une grande part du terrorisme moderne vient de là. L'islamo-fascisme naît en 1979 à Téhéran. Tout ça, je crois qu'il l'a senti. Est-ce qu'il s'est prosterné devant les ayatollahs? C'est moins certain. Ça vraiment. Enfin, il y a eu des textes. Oui, je connais les textes bien. C'est des textes parus dans le Corriere della Sera que j'ai décortiqués, analysés. Ouais. C'est pas si simple non plus. Hein. C'est pas. Non, ce que je veux dire, au-delà quand je parle de Derrida et de Foucault, c'est pas pour faire. On va pas faire l'émission sur Derrida Foucault. Sur Derrida et Foucault. Ce que je veux dire, c'est que, et pour arriver justement, vous parlez d'identitarisme et de communautarisme. C'est intéressant.
intéressant parce que d'un côté, je vous vois, je lis, vous dites effectivement, et d'ailleurs, là où vous êtes allé, que ce soit au Niger, avec les chrétiens du Niger, un reportage passionnant, moi je recommande ce livre, il faut lire ce que vous avez décrit avec les Kurdes, avec l'Ukraine, avec Mogadiscio, avec le Bangladesh, enfin, les migrants de Lesbos, on va reparler la Libye, on va reparler aussi l'Afghanistan. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, vous touchez du doigt, et c'est ça qui me frappe dans le paradoxe chez vous, vous touchez du doigt que les chrétiens du Niger, comme les chrétiens d'Orient, qu'est-ce qui est frappant chez eux? Ils veulent garder leur identité. Ils veulent être eux-mêmes. Et on les tabasse, on les décapite, on les viole, et enfin des choses terribles, etc. Les Kurdes, ils veulent une nation kurde, ils veulent être eux-mêmes. L'identité kurde, vous l'avez décrit, faite d'égalité homme-femme, de laïcisme, etc., ou de laïcité, pardon. Bon. Et puis beaucoup d'autres, si vous voulez. L'Afghanistan, enfin, on pourra en parler aussi. Ce que je veux dire, et alors, quand on revient, si vous voulez, et en France, en revanche, je vous ai lu, que ce soit dans Le Point, vous avez votre chronique hebdomadaire et ailleurs, vous avez l'impression que tout ce qui est identitaire français, je ne parle pas de génération identitaire spécifiquement, je dis simplement les problèmes d'identité dont parlait d'ailleurs Fondapol et qui deviennent très importants en Europe. On a l'impression que ça, vous trouvez que c'est quelque chose du domaine de la face noire de la force? Non, non. Non. Pour moi, la vraie question, c'est pas identité ou pas identité, c'est les identités ouvertes et accueillantes et les identités fermées et rabougries. Pourquoi les Kurdes m'intéressent, par exemple? Parce que, en effet, ils veulent une nation kurde, mais est-ce que cette nation sera iranienne? Est-ce qu'elle sera turque? Est-ce qu'elle sera... Non, elle sera kurde. Enfin, oui. Oui, mais elle sera tout ça à la fois aussi. C'est des Kurdes qui viennent de plusieurs pays. Est-ce qu'elle sera musulmane ou est-ce qu'elle sera ouverte aux chrétiens, voire aux juifs dont ils espèrent et attendent le retour? Identité ouverte. Les chrétiens de la plaine de Mossoul, je les connais bien. Je suis allé sur la ligne de front face à Daesh, dans des monastères abandonnés par leurs moines, sauf quelques-uns qui tenaient la ligne. Je les ai interviewés, des gens admirables. Là aussi, bien sûr ils sont chrétiens. Mais est-ce que c'est une identité chrétienne? Non, ils sont chrétiens, ils sont kurdes, ils sont irakiens, ils sont pétris aussi, là, dans cet endroit-là, de culture, de savoir musulmane, de savoir... Voilà, bien donc sûr. Identité ouverte. Moi, ce que j'aime pas, c'est les identités hostiles, haineuses, pleines de passions tristes, que ça soit en France... ou, bien pire que ça soit chez les salopards face auxquels je me trouve dans les endroits que vous avez évoqués. Oui, là, en effet, je peux vous dire qu'au Nigeria, le soldat de Boko Haram ou le tortionnaire Foulani, voilà un identitaire qui crie Allahu Akbar, qui hait tout ce qui n'est pas lui et qui découpe à la machette ses victimes. Ça, c'est une identité terriblement sombre. C'est vrai, mais si vous voulez, je crois qu'effectivement, il faudrait dépasser ce truc identité fermée ou identité ouverte. Vous avez raison sur l'islamisme radical, et vous l'avez parlé. Mais regardez, un pays que vous connaissez bien et que je crois que pour lequel vous n'avez pas de détestation, c'est Israël. Israël s'est fondé sur quoi? Sur une identité, l'identité juive. Oui. Je veux dire, s'il n'y avait pas d'identité juive, pardon, moi ce que je dis, Israël c'est le premier pays identitaire. S'il n'y avait pas de pays, mais il n'y aurait pas Israël, Bernard-Henri Lévy. Mais c'est pas, le judaïsme, c'est pas une identité, c'est tellement plus riche qu'une identité. Je suis d'accord. Et d'abord, être juif, c'est, comme dit Emmanuel Lévinas, c'est au contraire se faire l'otage de l'autre, c'est s'ouvrir, c'est donner hospitalité en soi à l'autre. Bien, vous savez ça aussi bien que moi peut-être. Israël, c'est l'État des Juifs, mais c'est aussi un État multiethnique. C'est le premier État multiethnique du monde. Les gens qui fondent Israël en 1948, ils viennent de Russie, ils viennent d'Amérique, ils viennent des pays arabes, ils viennent d'Europe, ils viennent de partout. Et ils décident, avec des cultures différentes, avec des ethnies différentes, avec des langues différentes. Il n'y en a pas un qui parlait très peu par l'hébreu. Ils décident de former une nation. C'est un geste sublime. C'est le geste du contrat social de Rousseau. On
on se rassemble, on se met d'accord, et on fonde une nation qui marche. C'est ça Israël. Donc c'est tellement plus fort qu'une identité. Oui, mais attendez, juste, non mais de ce côté, vous avez raison, mais vous oubliez le début. Pourquoi un Autrichien laïque qui se fichait totalement de la religion, qui s'appelle Theodor Herzl, qui a fondé le rêve sioniste, enfin qui a fondé l'État juif, parce qu'il sentait qu'il y avait tout le problème, on ne va pas revenir là-dessus, mais qu'il y avait besoin pour les Juifs d'un État. À tort ou à raison, enfin encore une fois, on n'est pas là pour le juger. Mais c'est par essence, c'est au cours d'une identité. Et moi, je crois que cette identité n'est pas à rejeter. Ça ne veut pas dire qu'elle est fermée, vous avez tout à fait raison. Mais les Kurdes, mais les chrétiens d'Orient, mais les chrétiens du Liban, etc., et puis beaucoup d'autres, même, je dirais, quelques chiites par rapport aux sunnites, etc., même là, il y a des problèmes. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout basé sur l'identité, et bien sûr, ce serait ridicule. Mais vous ne croyez pas quand même que de ce point de vue, et les peuples que vous avez vus et que vous avez côtoyés dans vos reportages et avant déjà, est-ce que quand même il n'y a pas quelque chose qui les fonde et qui n'est pas du ressort de la fermeture, mais qui est du ressort de l'existence, de l'existentiel? Alors, il faut peut-être se mettre d'accord sur les mots, mais tous les exemples que vous venez de citer, et je vous remercie de votre honnêteté, c'est en effet les exemples que je prends dans ce livre et que j'analyse. Ce qui les habite, c'est pas une identité, c'est une idée. Theodor Herzl, quand il fonde Israël, c'est pas l'identité juive qu'il a en tête. D'abord, c'est des femmes et des hommes qui sont aussi différents, donc non identiques, qu'il est possible de l'être. Et il le sait. Il sait que cet État des Juifs, qui va être un État refuge pour des femmes et des hommes persécutés depuis des siècles. Parce que juifs. Parce que juif, oui, parce que juif, c'est-à-dire parce que lecteur d'un texte, parce que se souvenant d'une loi qui a été donnée. Herzl, il pense qu'il faut un État refuge pour eux, mais il sait que c'est pas une identité. Les Kurdes dont vous me parlez, ce qui est très intéressant chez eux, et ce qui fait qu'ils sont proches des chrétiens de la plaine de Ninive, c'est qu'ils sont habités par une idée. Et cette idée, c'est quoi? C'est justement que on peut être un peuple et être à cheval sur plusieurs États, que les frontières n'ont pas tant d'importance. D'ailleurs, les Kurdes, ils sont ravis si on leur donne un État pour tout le peuple kurde, mais ils sont contents si on leur en donne qu'un bout. Si c'est juste un État pour les Kurdes d'Irak, ceux que je connais le mieux, avec dont j'ai filmé les combats, ça va aussi. Donc, mais leur rêve est d'avoir un État kurde, c'est normal. Enfin, leur rêve est d'échapper. Leur rêve, c'est d'échapper une bonne fois au massacre, au génocide et aujourd'hui aux milices iraniennes et aux janissaires ottomans. C'est ça leur rêve. Leur rêve, c'est de protéger leurs femmes, c'est de protéger leurs enfants. C'est plus avoir à mener une vie de chien où leurs seuls amis sont les montagnes. C'est le grand dicton kurde. Hein. Nos seuls amis sont les montagnes. Moi, j'ai vu ce peuple kurde dans ces montagnes, magnifiques d'ailleurs, mais où ils vivent dans un état de solitude et de désespérance totale, où ils se battent pour nous d'ailleurs. Ils sont nos soldats sur le terrain quand il faut affronter Daesh. Et quand Daesh est défait, ou en tout cas quand on croit qu'il est défait, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse tomber, on leur dit allez débrouillez-vous tout seul. Donc c'est vrai. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me donne un grand chagrin et qui me donne beaucoup à penser. On se retrouve juste après les informations avec Bernard-Henri Lévy. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bernard-Henri Lévy, donc, pour Sur la route des hommes sans nom, des reportages passionnants, c'est vrai, sur un certain nombre de pays en gésine, en guerre, etc., du Niger, où l'on massacre des Kurdes, aussi les Kurdes, l'Ukraine, Mogadiscio, Bangladesh, les migrants de Lesbos, la Libye, l'Afghanistan. La Libye, on vous l'a beaucoup reproché, hein, Bernard-Henri Lévy. Oui, mais moi je ne me le reproche pas. Non. Vous ne le reprochez pas. Non. Même après ce qui s'est passé... Non, je veux dire, est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous la posez, mais rapidement là-dessus, c'est que effectivement, qui allait défendre Kadhafi et ce qu'était Kadhafi. Mais le problème, d'ailleurs, c'est pas vous qui avez fait la guerre, c'est Sarkozy, c'est l'Angleterre, etc. Mais ce que je veux dire, est-ce que ça a quand même, quand on connaît l'environnement moyen-oriental, ça a quand même libéré tous les cohortes de terroristes qui sont en open bar? Vous allez me dire, ça serait passé aussi. Mais je crois pas. Vous ne croyez pas? Non, enfin, par exemple la Syrie. Oui. Il
il y a une grande part de ce terrorisme qui vient de Syrie. Et en Syrie, c'est l'inverse. C'est précisément parce qu'on n'a pas détrôné Bachar el-Assad qu'il y a eu cette espèce de nid de vipères qui s'est constitué. Non, l'histoire du terrorisme est bien plus compliquée que ça. Oui, c'est vrai. Mais enfin, de toute façon, vous savez, les routes, alors justement, les routes migratoires et tout ça, il ne s'agit pas d'assimiler, évidemment. Je ne le ferai jamais. En revanche, on peut dire qu'un certain nombre de terroristes, et on le sait, on l'a vu d'ailleurs récemment, utilisent les routes migratoires, venant de Libye, comme du Syrie d'ailleurs. Et vous savez très bien qu'un certain nombre d'ONG vient les chercher pratiquement sur les rives libyennes. Et ça, c'est pas un fake news. Les ONG, je ne crois pas. Mais qu'il y ait des terroristes qui se glissent dans les flux migratoires, c'est vrai. Bien sûr, ils se glissent partout. Ils se glissent dans un café parisien où ils vont déposer aux abords duquel ils vont déposer leurs bombes. Ils se glissent au Stade de France où s'ils pouvaient, ils feraient exploser. Oui, les terroristes, et au Bataclan, ils se glissent par définition partout. Ce sont des criminels, ce sont des lâches, et voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas des structures d'accueil quand même qui favorisent? Il y a des structures de commandement des terroristes. C'est pas des ONG, ça. Les structures de commandement, elles étaient à Raqqa, elles étaient à Mossoul. Je les ai étudiées, j'ai accompagné les soldats qui les affrontaient, les armes à la main. Je les ai filmés, je les ai racontés. Voilà, c'est ça qui est important. C'est les structures de commandement, c'est les camps d'entraînement. Daesh, Al-Qaïda, c'est vrai que c'est extrêmement sérieux. Et là où je serais d'accord, c'est que évidemment, il n'y a pas de loup solitaire, c'est-à-dire que le petit gars qui arrive à s'infiltrer, il est en contact, bien sûr, avec cette structure de commandement. En ce qui concerne la Libye, d'autre part, le fait est que du strict point de vue des migrants, la majorité des migrants, elle ne vient pas de Libye, elle vient de Syrie, l'écrasante majorité. C'est des gens qui fuient la guerre de Syrie. Oui, mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas de pays en guerre. C'est un autre sujet. Et je peux vous dire il y a les gens qui fuient l'extrême misère et il y a les gens qui fuient l'extrême boucherie. Voilà, ce sont les deux sources de la migration. Oui. Mais effectivement, et ça poserait des problèmes. Alors je voudrais justement arriver à... Vous avez corrigé, vous dites, j'ai utilisé le mot cosmopolitisme, et vous parlez de votre citation qui a été très controversée, effectivement, un peu sur j'aime pas la France des terroirs, des bistrots, des bignoux et compagnie. On se demande pourquoi. Vous allez dire... Jamais les bistrots. Les bistrots, ça j'aime bien. C'était pas dans la C'est les bignoux, alors. Ouais. Oui. Bon, et pourquoi qu'est-ce que vous avez contre le bignou, Bernard-Henri Lévy, franchement? Oui. Non, mais alors, justement, je voudrais revenir à cosmopolitisme et internationalisme. Parce que vous déclarez internationaliste. On peut être citoyen d'un pays et internationaliste. Vous êtes d'accord? Oui. C'est-à-dire, vous pouvez être parfaitement français et parfaitement, je veux dire, et on a vu ce que vous parliez des brigades internationales et on a vu ce qui s'est passé. Et pourquoi alors le souverainisme vous déplaît? Vous trouvez que c'est pas une bonne définition? Vous venez de le dire vous-même. Les brigades internationales, en effet, c'était le genre humain, c'est-à-dire c'était des gens venus de toutes les nations. C'était des gens venus de toutes les patries. Le souverainisme, c'était quoi à l'époque? Il y avait déjà un souverainisme. C'était l'idée que les Espagnols, on n'en avait rien à fiche. C'était l'idée que le fascisme pouvait se développer en Espagne ou pouvait commencer de gronder en Allemagne, que c'était pas le problème. C'était la non-intervention. C'était la non-intervention. Ouais. C'était charbonnier et mettre chez soi. C'était que les assassins fassent ce qu'ils ont à faire avec les crétins qui leur tombent sous la main. C'est pas notre affaire. C'était droit en deçà des Pyrénées. Pas le même droit, pas les mêmes lois au-delà des Pyrénées. C'est ça le souverainisme. Le souverainisme, c'est l'idée que le droit, les droits de l'homme, la loi est totalement tributaire d'une frontière. Voilà. Alors, s'oppose au souverainisme l'idée qu'il y a des droits qui valent au-delà des frontières. C'est vrai. Alors, c'est tout l'équilibre à trouver, parce que je crois que le souverainisme a raison quand il dit qu'il ne faut pas tout ouvrir et que ce ne soit pas une passoire. Vous êtes d'accord avec ça, je pense. Sinon, vous savez, il y a 100 millions de personnes qui veulent venir en Europe et c'est normal. Moi, ce que je dis dans le livre, c'est que le bon concept pour penser tout ça, c'est le concept d'hospitalité. Hospitalité, ça veut dire quoi? Chacun de ceux qui nous entend le sait bien. Ça veut dire qu'on a une maison. Elle est organisée, elle est meublée, elle a son régime, il y a des heures de repas, que sais-je, et on y accueille
les gens qui, en effet, sont prêts à suivre ces règles de fonctionnement. C'est l'hospitalité. Voilà. L'hospitalité, d'accord, à condition qu'on suive les règles de la maison et du foyer. Les règles de l'hospitalité, elles marchent dans les deux sens. Et d'ailleurs, c'est le même mot, comme vous savez, l'hôte. On ne sait jamais très bien si c'est celui qui accueille ou celui qui est accueilli. Voilà. Je crois que c'est le bon concept. Contre le souverainisme façon Carl Schmitt ou Edmund Burke, qui dit on ferme tout. Contre la tradition fourriériste qui dit on ouvre tout. Les deux positions sont aussi intenables l'une que l'autre. La bonne position, qui est à la fois généreuse et réaliste, c'est celle qui se base sur cette idée d'hospitalité. Mais justement, dans votre livre, vous parlez, vous le savez, justement, aujourd'hui, vous le savez très bien, en France et en Europe, il y a quand même un problème, c'est-à-dire, en fait, le problème difficile, et c'est facile d'en parler, mais de l'acter, c'est que vous avez, si vous laissez les frontières ouvertes, vous avez 500 millions de personnes de pays pauvres, je parle même pas de pays en guerre, de pays pauvres, qui voudraient venir. C'est normal, ils voient la vie en Europe, ils voient la vie aux États-Unis et ailleurs. Seulement 500 millions de personnes, dans votre maison, vous pouvez pas accueillir 500 millions de personnes. Et deuxièmement, vous dites, là ça m'a frappé, vous dites l'indifférence féroce des Européens. Mais écoutez, Bernard Lévy, vous le savez, il y a que quand même en Europe des millions d'immigrés qui ont été accueillis, qui ont été logés, nourris, blanchis, et très bien, moi je ne suis pas contre cela. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il y a eu ces 40 dernières années une indifférence féroce des Européens. Mais c'est pas dans ce contexte que j'en parle. Je parle de l'indifférence féroce de mes compatriotes européens au moment du Covid, indifférence au massacre des chrétiens au Nigeria, à le devenir fantôme des villes somaliennes, au fait que les Ukrainiens se faisaient hacher menu au quotidien par l'armée de Poutine. Voilà, indifférence féroce à ça. C'est-à-dire que moi je voyais, quand je rentrais de chacun de ces voyages qui composent ce livre, je rentrais à Paris, je branchais mon écran de télévision, c'était des médecins médiatiques qui défilaient, qui allaient de plateau en plateau, et on ne nous parlait que de ça. Voilà. Et moi je rentrais avec, sur la conscience, les récits qui composent ce livre, avec dans le regard, dans la tête, j'étais hanté par cette description, ce récit que je fais de cette dame, Joumaï Victor, enceinte, sur laquelle tombe une bande de Boko Haram. Ils osent pas l'éventrer, mais ils décident de lui couper le bras par petits morceaux pour que chacun ait sa part. Et j'entends qu'on me parle des courbes, des plateaux, des taux, de ceci, de cela. C'est vrai que je devenais fou. Et que là, il y avait un égoïsme féroce. Alors je ne dis pas que l'Europe est structurellement égoïste ni féroce, mais je dis que dans les circonstances... Bernard Lévy, vous le savez, c'est pas vous. C'est malheureusement une banalité de base et qui ne date pas d'hier. Que, à part des poignées de gens, les gens s'intéressent aux trains qui arrivent à l'heure ou qui n'arrivent pas à l'heure en gare de Besançon, plutôt qu'à ce qui se passe loin. Vous avez choisi autre chose, et un certain nombre de gens, heureusement, ont choisi autre chose. Le problème de comment vous dites, de la mobilisation, elle s'est passée. Effectivement, en Espagne, il y a eu quand même des mobilisations. Il y a eu des mobilisations pour le Vietnam. Il y a eu enfin, si on regarde, un certain nombre de mobilisations qui ont été très fortes. Aujourd'hui, effectivement, avec le paradoxe de cette immigration au terrorisme qu'on mélange excessivement, mais d'autre part, qui a des fondements, vous avez ce problème où les gens se disent « je ne sais plus où je suis, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où j'habite », et je vous assure, et on l'a vu encore, que beaucoup de gens, encore une fois, tu as raison, mais il faut voir le peuple, et ils sentent ça, ils voient ça, et ils se disent « attendez, on ne s'occupe pas de moi », quand je dis « on ne s'occupe pas de moi », pas pour me nourrir, on ne s'occupe pas de moi dans mon être. Et ce n'est pas une question philosophique, c'est une question existentielle. Donc voilà. Alors, bien sûr, il y a deux réponses à ça. D'abord, il y a une réponse que doivent donner les politiques français. À ces femmes et ces hommes-là, il faut leur dire où ils habitent, qui ils sont et qu'est-ce qu'il leur est permis d'espérer. Ils le font pas. Pas assez. Ça s'appelle un récit national. Voilà. Et si possible, un grand récit national. Alors c'est vrai que il va pas se raconter ce grand récit national avec les histoires que je vous entendais résumer tout à l'heure en PACA, avec le type qui veut l'alliance, puis qui après la veut plus. Tout ça est pathétique. Ça, je me mets à la place d'un Marseillais. Si la politique c'est devenu ça, si le gaullisme, si la certaine idée de la France du général de Gaulle
Gaulle, c'est devenu ce qu'on entend là, il y a de quoi désespérer. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que nous ne savons pas très bien qui nous sommes, mais il y en a qui savent qui ils veulent que nous devenions. Et cela, c'est qui? C'est Erdogan. C'est les ayatollahs, c'est les chefs de Daesh, c'est Poutine. Poutine, il a une idée sur l'Europe. Vous savez, il a un plan, il sait à peu près à quoi il veut qu'on ressemble, à quoi il voudrait que les démocraties ressemblent. Et je crois qu'il n'y a pas de raison de laisser, quand on est la France, quand on est l'Europe, quand on est l'Occident, il n'y a pas de raison de laisser le terrain à ces gens-là, à ces néo-impérialistes, à la fois très dangereux et un peu kitsch et un peu toc. Voilà. Donc, Daesh, c'est pas vraiment kitsch et toc. Enfin, en tout cas. Non, je parle de Poutine. Je parle de Poutine et Erdogan. Oui, une espèce de néo-ottomanisme qui ne sait même pas lui non plus très bien où il habite. En revanche, il s'intéresse de très près à l'Allemagne, à la France. Il a des groupes en France qu'il manipule, les loups gris et d'autres. Voilà. Donc, moi, je voudrais que les Français sachent. Bien sûr qu'il faut ce récit national, mais il faut qu'ils sachent aussi que la France, elle n'est pas seule au monde. Elle est embarquée dans un grand jeu international avec quelque chose qui s'appelle la géopolitique et où, qu'on le veuille ou non, tout est lié. Voilà. Totalement. Encore faut-il que l'Europe existe. Et pour le moment, l'Union européenne ne satisfait vraiment pas à cela. Je ne crois pas. Oui et non. Elle a réussi à distribuer ses vaccins. Elle a réussi à pas les acheter à des prix absurdes. Elle a réussi à négocier les temps. Écoutez, on ne va pas rentrer là-dedans, Bernard-Henri Lévy, je peux vous dire. Moi, je suis extrêmement sévère sur toute cette gestion de la crise covidienne. La négociation des vaccins a été lamentable, je peux vous dire, vraiment. De la part de l'Europe. Vraiment. En tout cas, l'Europe a refusé d'enrichir les laboratoires exagérément en payant n'importe quoi. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles on a été un petit peu en retard. Hein. Elle le paye maintenant. Mais en tout cas, je voulais vous dire, je crois que de toute façon, cette route des hommes sans nom, c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, et vous faites très bien d'écrire sur ces hommes sans nom, parce que ce qui se passe, évidemment, la France n'est pas la planète, une planète, une monade atomisée en train de flotter dans le cosmos, elle est là, au milieu du monde, et c'est bien qu'il y ait des voyageurs comme vous pour s'en souvenir. Pour le raconter. Et cette route est tracée aux éditions Grasset, je le précisais bien. La conversation continue, mais avec vous, chers amis, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez réagir à cet échange entre Bernard-Henri Lévy et André Berkoff, mais aussi revenir sur les autres sujets. L'assassinat du policier d'Avignon hier, la conversion des Européens aux valeurs de droite, ça c'est l'étude de Fondapol. On vous attend, à tout de suite.